Moi, j'ai des dreadlocks, hein, donc les gens pensent que tu as des dreadlocks, t'es dans la musique. Je dis non, il y a la musique, mais il y a tout un message qui passe par des mots, hein, et c'est important d'avoir ces mots et de pouvoir les partager et de les affiner, surtout au fur et à mesure, hein. Pour cette nouvelle saison de Vive Passion, nous allons voyager en littérature. Je me lance à la rencontre d'autrices et d'auteurs qui suivent les ateliers d'écriture de Laura Vasquez. Au premier jour du confinement, en mars 2020, la poétesse et romancière marseillaise a lancé des ateliers d'écriture en ligne, entièrement gratuits et incroyablement riches d'enseignements. Accompagnés d'une médiation complète et instructive, les ateliers d'écriture de Laura Vasquez réunissent toujours chaque semaine, 2 ans après, des milliers de personnes à travers le monde francophone. Ils disent non seulement le pouvoir rassembleur de la poésie dans le monde d'aujourd'hui, mais surtout, ils proposent de le décrire avec une multiplicité des voix qui suivent ces ateliers. En émergent des découvertes, des échanges, des passions, des collaborations et même des naissances. L'an passé, la revue Miroir a vu le jour. La revue en ligne est gratuite. Elle publie uniquement les textes des autrices et auteurs qui partent de l'impulsion créatrice des ateliers d'écriture de Laura Vasquez. En Miroir, je me lance aujourd'hui à la rencontre de ces autrices et auteurs, parfois confirmés, parfois publiés, parfois artistes ou parfaits amateurs. Tous se retrouvent joyeusement autour du plaisir d'écrire et de partager une émotion collective. Bonjour Jean-Luc Hirondelle, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Benjamin, merci de laisser une place à la parole pour parler d'écriture. C'est sympa. Alors, en préparant, j'ai regardé un petit peu tout ce que tu avais déjà produit en écriture, entre un roman jeunesse, des recueils de poésie, et tu te fais facilement narrateur d'histoire lorsque tu écris, notamment sur les ateliers d'écriture. J'avais envie de savoir comment te vient cette facilité à te faire narrateur. Alors, j'ai été instituteur pendant toute ma vie professionnelle. Oui. Donc, ce qui fait qu'on parle beaucoup, on raconte beaucoup d'histoires, dont 9 ans en fin de compte au total en maternelle. Mais en maternelle, on est évidemment habitué à compter, à raconter, à attirer l'attention des enfants. Et je pense que c'est parti de là. Et puis depuis longtemps, l'envie de délivrer l'espèce de flow que j'ai en moi là, de mots, de les sortir, de les partager. Mais effectivement, en gardant un schéma narratif, on va dire, classique, puisque je suis rentré dans l'éducation nationale en 79. Donc ça fait quand même un paquet de temps que je fonctionne ainsi. Je me rappelle les premières années d'avoir écrit des textes moi-même. Il n'y avait pas la photocopie, on écrivait à la main, donc j'inventais des histoires pour la lecture, pour sortir des livres de lecture. Donc c'est peut-être un peu venu de là. Et c'est venu donc avec ta fonction. La première fois que j'ai écrit réellement, que je me suis mis à l'écriture, c'est que je venais de préparer un mémoire en tant qu'instituteur. Je passais un concours. Et lorsque j'ai fait lire le mémoire, qui était un truc pédagogique, hein, évidemment, un mémoire pédagogique, à des amis qui l'ont lu, partagé avant que je passe les épreuves, ils m'ont dit, mais ça se lit comme un roman. Et là, j'ai dit, ah oui, effectivement, si pour un ouvrage pédagogique, j'arrive à donner l'impression que ça se lit comme un roman, il y avait le truc de Pénac, le roman de Pénac d'ailleurs, qui était sorti à ce moment-là. Oui. Et je dis, c'est pas mal. Donc, je dis, je vais me mettre à écrire. Et j'ai écrit un conte pour enfants. Je suis allé trouver mon voisin qui était dans le dessin animé, c'était à La Réunion. Et lui m'a dit, non, il faut pas faire un livre pour enfants, il faut faire un projet de dessin animé. Ah, carrément, donc, à partir de là, on est parti sur un projet de dessin animé et qui a donné lieu 20 ans plus tard à mon roman jeunesse, Dédé y Tortilla. Dédé, c'est le personnage qu'on avait inventé à l'époque et pour lequel j'avais rédigé 2 scénarios, j'avais rédigé 30 synopsis. Et donc, il y avait déjà tout un discours narratif qui était prêt. Et le dessin animé a été refusé par
par pas mal de chaînes, quoi. Je crois qu'il n'y en avait que 2 qui étaient prêtes à le prendre, mais pas des chaînes nationales. Donc, c'est même pas la peine d'essayer de le présenter. Il paraît qu'on Ouais. était trop en avance sur le sujet. Donc, voilà. D'accord. Je me suis rabattu sur le roman. Une fois que j'étais parti là-dedans, j'ai fait un roman pour un concours. C'était pour le roman fantastique du film de Gérard Mer, je crois. Voilà. Et de là, j'ai dit non, mais c'est pas mal ça de faire de raconter une histoire sur laquelle il fallait sortir complètement de soi, c'est-à-dire qu'il fallait pas se mettre à l'intérieur, il fallait pas se mettre en personnage, il fallait vraiment, c'était du fantastique. Donc il y avait tout ce que j'aimais dedans. Mais à aucun moment il y avait de l'autobiographie. Donc on sortait complètement de ce schéma. Et Oui. Il partant fallait de là, garder une distance. ouais, c'est bien parce que la première fois que j'ai voulu écrire, ça restait très autobiographique. Ça racontait. J'ai eu la chance d'enseigner à l'étranger, donc de vivre à l'étranger longtemps. J'ai vécu en Libye, j'ai vécu en Ouganda, à La Réunion ensuite. Moi, j'ai passé 18 ans hors de France, donc ça m'a un peu forgé Oui. le caractère et ça m'a ouvert un petit peu en des espaces à décrire. Oui, Donc, et à ce qui est partager mal. aussi. On sent beaucoup de générosité dans ta manière d'aborder ce que tu écris. Oui, oui, tout à fait, parce que c'est quelque chose qui est. Euh, on- on- Comme avec les enfants, c'est la même chose, quoi. Quand tu racontes une histoire à une classe de maternelle, moi j'ai fini ma carrière avec les petites sections. Oui. Ils ont 3 ans, les enfants. Si tu n'arrives pas à les capter, si tu n'arrives pas à attirer leur attention quand tu en as 30 dans la classe, tu perds à la fois ton temps, tu perds ton énergie, tu perds tout. Donc, il fallait vraiment arriver à trouver et puis les intéresser pour qu'ils soient captifs, quoi, en fin de compte, hein, de ce que tu racontais. Donc, avec l'écriture, c'est un petit peu ça. Et puis, évidemment, le fait de partager, là, que ce soit avec les enfants ou avec les adultes, j'ai quelques sujets de prédilection qui me Oui. permettent de faire passer un peu de moi Mm. à travers d'autres choses, voilà, d'autres personnages. Alors, tes sujets de prédilection, est-ce qu'on peut en parler un peu? Oh ben, volontiers, c'est le premier sujet, mais qui m'a vraiment énormément guidé, ce sont les Indiens d'Amérique. Oui. C'est-à-dire que j'ai une passion pour les Indiens d'Amérique et principalement pour les Navajos, qui s'appelle d'ailleurs le dîner, que j'ai découvert avec Tony Hillerman et le roman policier. Moi, j'ai été fan de polar, j'ai adoré San Antonio. Il y a Mhm. plein de polars français que j'ai adoré, que j'ai dévoré. Il y a une chose qu'il faut dire aussi, le fait d'être à l'étranger. J'ai vécu en Libye donc, et en Ouganda. En Libye, 8 ans. Hein. Oui. Tu n'as pas de télé. Enfin, tu avais une chaîne avec 1 heure en français ou 2 heures en français. Tu n'as pas de cinéma, tu as rien du tout. Donc, un des dérivatifs, c'est la lecture. Donc, effectivement, j'ai passé énormément de temps à lire, à aller chercher ce qui sortait au Centre culturel français où ils avaient une bibliothèque. Je revenais en France, je faisais des piles de livres et des piles de CD pour Oui. la musique et la littérature. Donc ça m'a permis d'aller dans énormément de choses et au fur et à mesure de m'attacher, moi, depuis l'enfance, donc aux Indiens d'Amérique, aux Navajos, donc je te disais avec Tony Hillerman. Oui. Et partant des Navajos, à un moment, j'étais à La Réunion. Donc quand j'étais à La Réunion, où là j'ai eu affaire il y a eu les débuts d'Internet. Donc j'ai pu correspondre avec des Indiens d'Amérique, voilà. Donc ça a été un premier début et l'Internet était balbutiant. Hein, c'était uniquement par mail. Tu envoyais des trucs, tu attendais Oui. un moment avant de recevoir. Donc c'était mais ceci étant, j'ai accumulé des livres, des bouquins, j'ai lu, j'ai continué, commencé à avoir des émissions. On avait les chaînes françaises, donc il y avait des reportages. Donc chaque fois que je trouvais quelque chose, je me plongeais dedans. Ce qui a été mon premier roman d'ailleurs. Hein. Ça parlait il a jamais été sorti, j'ai jamais voulu le sortir. Il s'appelle Le Parfum de la Pierre. Et ça parlait de la turquoise, c'était toute une histoire fantastique à partir de la turquoise. Donc voilà. D'accord. Et, Autre sujet de prédilection, c'est la nature. oui. Et en fin de compte, c'est pas pour rien parce que les Indiens d'Amérique, c'est quand même énormément lié à tout ce qui est autour de la nature. Mm. L'autre point, c'est nature, chamanisme aussi, donc respect de la terre. Et vivant en Ouganda, j'ai eu la chance de rencontrer des jeunes musiciens
qui, contrairement à toute la musique, qui était une musique très centrée sur la musique zaïroise à l'époque, qui submergeait à la fois la France d'ailleurs et une grosse partie de l'Afrique. Et eux faisaient du reggae. Donc, Ouais. je me dis, tiens, ça changeait de l'ordinaire. Et puis, j'étais sensible depuis la fin des années 70, quoi. J'étais jeune, hein, j'avais la vingtaine d'années, je suis sensible à Bob Marley, à ce qu'il racontait. Mm. Donc, j'ai vraiment bien aimé ça. Et donc, après, Et tout l'aspect donc, philosophique qu'il y a derrière cette musique-là aussi. exactement. Mm. Voilà, donc là, j'ai alors avec des variantes, sans être, mais la philosophie Rasta, c'est quelque chose qui me tient très à cœur aussi, et dans lequel on retrouve à peu près le même fil conducteur, c'est-à-dire le respect de la nature, le respect des autres, Ouais. et ce besoin et cette envie d'être ensemble et de partager ensemble. Voilà, donc c'est un petit peu ça, mes sujets de prédilection. Tu te décris volontiers comme un dub poète. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Alors, c'est exactement ça, c'est que après avoir écrit des romans, donc mon premier roman qui est sorti, c'était aux éditions Bénévente, que je recommande pas, mais alors là, il y a aucun souci, je ne le recommande absolument pas. Ça m'a coûté des sous plus qu'autre chose, mais j'en ai vendu 300 quand même, hein. Enfin, j'ai vendu ce qu'il y avait, quoi. C'est pas mal. Et je me suis mis à écrire des textes relativement courts Oui. et faire un recueil. Alors, qui s'appelle Intercontinental, donc que tu as dû voir. Oui. Et pour la petite histoire, le premier roman et Intercontinental sont sortis tous les deux sous un pseudo. J'avais pris le nom de mon grand-père, donc c'était sorti sous Luc Quintin. Oui. Donc qu'on ne trouve pas dans ma bio, parce que je le marque assez rarement. Mais donc sorti là-dessus, à un moment, je me suis retrouvé avec ce recueil de poèmes qui me semblait bien, qui me plaisait bien, surtout, c'était une bonne chose. Et je savais pas comment tu vends de la poésie, comment tu arrives à la diffuser, quoi. Et je me suis dit, je vais demander à un DJ de venir me mettre comme ça parlait des femmes du monde, ou des rencontres, ou des imaginaires, et donc, mais chaque fois, c'était sur une femme différente, Oui. ou une femme, que ce soit mère, fille, etc. Et donc, j'ai cherché un DJ, et il se trouve que celui auquel j'avais pensé travailler pour Chinese Man sur Marseille. Et il était pris, il m'a dit, écoute, regarde, tu as les jeunes qui sont là, on était dans une soirée, va leur demander s'ils veulent pas faire quelque chose. Et ces jeunes-là, c'était les Natural Bass Sound System, c'est un sound system aixois qui est bien connu. Donc ils avaient un joli mur, hein, ils avaient un beau mur de son. Donc on a fait une résidence, on s'est mis d'accord, on a fait une résidence. Donc moi, je leur donnais un texte en voyant un petit peu, ils voyaient un petit peu ce que c'était. Ils cherchaient des disques à passer. Alors, le principe était très simple. C'est pour ça que je dis Dub Poète, c'est un petit peu différent. Après, je te redirai un truc. Mhm. L'histoire, c'est que en Jamaïque, quand les 45 tours sortent, sur une face, tu as donc dans les années 70 hein, principalement, et ils le refont maintenant. Je parle des vinyles, hein, évidemment. Oui, Donc, oui. tu as une face avec la chanson, et l'autre face, c'était ce qu'ils appelaient une version. Donc, soit c'était uniquement la musique, Une en instru, général, oui. elle était travaillée. Donc, ça permettait de poser la voix dessus, puisque les dubs, le dub, c'est l'électronique hein, du reggae, d'une part. C'était une manipulation technique avec, on a rajouté un tas d'effets dessus. Et puis, ça a été aussi le moyen pour des gens hyper connus qui ont fait leur style là-dessus, des toasters, de poser leur voix dessus et puis de raconter des choses là-dessus. Donc ça m'a toujours marqué. Quand j'ai commencé à travailler avec eux, je me suis aperçu qu'en fin de compte, j'étais tellement imprégné par le reggae Oui. que les mots, ils partaient tout seuls, quoi. Donc, Et on a est-ce que commencé à travailler. cette version slamée, est-ce que ça, du coup, ça a influencé ton écriture par le fait de le projeter vers de la musique et est-ce que ça a modifié ton écriture? Mais je pense que ça a modifié l'écriture dans la mesure où, à partir du moment où je travaille sur de la poésie, il y a un moment, il faut que ça chante. Mmh. Mais moi, je me rappelle avoir lu il y a longtemps, moi j'aime bien lire les trucs, qu'Apollinaire avait toujours le même morceau dans la tête qui se chantait. Et avec le dub et en posant mes mots sur du dub, je me suis aperçu effectivement qu'il y avait un rythme qui chantait
et que pour qu'il chante, il y avait des fois, il fallait supprimer des mots. Il y a pas à tortiller. Il y avait des fois Oui. où ça passait bien et des fois où ça accroche. Donc, j'arrive à travailler là-dessus. Et après, je me suis aperçu que même dans les romans, il y a des fois, je me dis, ah ouais, mais même là-dessus aussi, je pourrais les faire en slam ou les lire sur du reggae, il n'y aurait pas de problème. Enfin, pas tout, hein, des phrases, évidemment. Oui. Après, j'ai beaucoup écrit aussi avec de la musique en fond, hein, et du dub principalement d'ailleurs. Hein, il faut bien dire ce qui est. Ça a beaucoup influencé, ouais. Et Oui, donc, tout à fait. et donc, tu fais également de la scène. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là quand tu partages tes textes sur scène? Bah, là, on est dans un autre, on est dans un autre contexte, c'est-à-dire que on est dans dans un partage artistique. Mmh. C'est-à-dire on est avec un retour du monde. Et ça, c'est absolument génial parce que quand tu écris, tu es devant ta feuille, devant ton ordi ou ta feuille, mais tu es tout seul, quoi. Et tu te poses un tas de questions. Tu n'es jamais content de ce que tu as écrit. Tu es toujours en train de te demander si c'est bon, si c'est pas bon. Tu es toujours en train, enfin, en tout cas, c'est pour moi, je suis toujours en train de me dire, bon, est-ce que ça vaut un tel, ça vaut un tel. Et alors que quand tu es sur scène, tu es lancé, tu es emporté par une machine, et à ce moment-là, tu réfléchis plus, tu n'as plus le temps de réfléchir. Il faut que tu connaisses ton texte, il faut surtout, certains textes sont assez longs, et donc il faut que tu t'écoutes la musique pour arriver à le poser au bon endroit, puisque évidemment, maintenant mes morceaux sont calibrés, hein, là-dessus. Donc tu dis, à ce moment-là, tu es emporté, et c'est quand ça se termine et que tu as les gens qui viennent te voir, tu dis, ah ouais. Et franchement, c'est impressionnant, ça fait un super retour, quoi. J'adore ça. Cette C'est émotion collective, oui, qui décuple en fait le plaisir à le partager. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Au départ, je pense, hein, comme moi, ça m'est arrivé de chanter, je joue aussi dans un groupe, hein. Mais tu as toujours un peu de trac au départ, et puis après, la machine est lancée, tout s'enchaîne, tout est parti, et tu as le retour des spectateurs. On a tourné pas mal. Alors là, en plus, j'ai un petit plaisir personnel, c'est que j'ai tourné souvent seul. Mmh. Hein, donc, j'ai envoyé des morceaux depuis mon ordi. Donc, les bandes sont depuis l'ordi. Et en parlant avec mon fils, qui est lui dans la culture aussi, qui a 28 ans là maintenant, il me dit, mais ce serait bien de revenir au vinyle, quoi, de faire un truc scénique avec des vinyles. Je dis, bah ouais, mais il faut un DJ, quoi. Il y a pas il faut tourner à deux, il faut un DJ. Il dit, bah je le fais. Donc on a tourné là-dessus. Et là, je suis revenu à ce côté-là où t'as plus qu'à gérer la voix. T'es dans ton texte, t'es complètement dans le texte. Et là, t'as le temps de voir les gens, quoi. Tu as le temps de voir les réactions des gens et tout. Et je trouve ça vraiment super. C'est très, très motivant, quoi. Voilà. C'est pour l'écriture, pour le partage, c'est vraiment super. Comment t'es arrivé jusqu'aux ateliers de Laura Vasquez? Alors, c'est parti très simplement il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour, hein. Oui. Il y a 2 ans, moi je suis bénévole sur une bibliothèque associative sur Aix-en-Provence, et j'avais avec les instances de la bibliothèque, on organisait le printemps des poètes, donc une semaine complète. Oui. Et en demandant la bibliothèque Méjeanne, la grosse bibliothèque d'Aix-en-Provence, ils nous avaient envoyé sur Laura Vasquez. Donc, j'ai contacté Laura qui acceptait de parrainer l'événement. Et il avait lieu, je crois, il devait débuter je sais pas, le 17, le 18. Enfin, il devait débuter 2 jours après le confinement. Oui. Donc, tout est tombé à l'eau. Mais j'ai gardé les coordonnées de Laura Vasquez, puisque c'était à ce moment-là. Et elle s'est mise rapidement à proposer ces ateliers. Donc, évidemment, naturellement, je me suis inscrit là-dedans, dans cette démarche. D'une part, parce que je la trouvais superbe. Que quelqu'un propose dans un moment où on était quand même Sidéré, oui. on était enfermé à la maison, quoi. On était bloqué, quoi. Il y avait rien à faire. Nous, on était les 2 enfants étaient avec nous, donc ça avait 26 et 28 ans. Et c'est pas évident de se retrouver à 4 d'un coup, alors qu'ils sont habitués à bouger. Et j'avoue que chacun avait trouvé dans la maison un dérivatif ou un palliatif, comme tu veux, peu importe. Mais donc moi, c'était des ateliers d'écriture, donc j'ai accroché tout de suite, et j'ai trouvé que c'est une
très belle proposition, très généreuse. Oui. Et ensuite, c'était mené de main de maître parce qu'il y a eu une ouverture sur tellement de textes, de propositions d'écriture, de sujets, de référents. Je suis rentré comme ça, quoi. Donc, et pour la petite histoire, Oui. j'ai rencontré Laurent Vasquez uniquement cette année. Alors qu'on a Alors quand que même ça fait pas mal 2 ans, oui. Ouais, 2 ans plus tard, je suis allé la voir le mois dernier pour la sortie de la revue Muscle à Marseille. Donc, voilà, je l'ai rencontré pour de vrai pour la première fois. Est-ce que toi, au niveau de ton écriture, ça t'a fait évoluer aussi cette pratique quotidienne? Parce qu'il faut rappeler que c'est un exercice que elle, en tout cas, met en place chaque semaine Ouais. gratuitement. Et toi, est-ce que ça t'a aidé dans ton approche d'écriture? Bah, énormément. Parce que depuis que le temps que ça dure. Alors, j'avoue que les derniers temps, j'ai été moins présent sur les ateliers parce que j'étais sur d'autres projets. Mais ça m'a énormément aidé dans la mesure où ça a ouvert un tas de propositions auxquelles je n'avais pas accès parce que je n'avais pas la connaissance. Et que ce soit dans la forme ou dans le fond, c'est-à-dire soit à travers les poétesses et les poètes qu'elle a choisis, soit directement à travers la forme des textes qu'elle nous proposait. Et je me suis trouvé avec être enthousiasmé par certaines propositions, ou même par toutes, souvent, par toutes. Mais avec moi, je me rappelle qu'au départ, j'écrivais énormément. Je faisais une page entière. Vraiment, je laissais tout couler. Il y avait tout qui arrivait. Et là, j'ai appris le dosage. Oui. Après, ouais, ça m'a énormément fait progresser. Bon, pour la petite histoire, j'avais pris un autre atelier d'écriture payant sur une boîte qui fait beaucoup de choses de ce type-là. Donc, je ne cite pas la boîte, mais c'était avec Bernard Werber. C'est pas un système de vidéo que j'ai pas fini. J'ai pas fini parce qu'il n'y avait pas le même intérêt que ce qu'il y avait avec Laurent, alors qu'il y avait pareil, on avait des lecteurs. Ah oui, les ateliers de Laurent, en plus, avaient cette répercussion directe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes de poster ton texte sur le réseau, sur le fil, il y a d'autres gens qui le lisent. Et les gens vont te faire des retours. Souvent, ils sont directement sur le fil, mais c'est à la fois encourageant et enrichissant parce que des fois, c'est des remarques d'autres lecteurs qui te permettent de dire ah oui, là j'aurais dû faire autre chose, quoi. Non, j'ai trouvé très bien. Ouais, ça m'a fait bien progresser, il me semble-t-il. Attention, j'ai l'impression en tout cas d'avoir progressé, voilà. Alors, j'ai une petite surprise à te faire écouter et je vais te demander de réagir après. Enfantillage à la Blaise. Parfois, la vie sourit au bord d'une rivière, quand la gourmandise piège un petit mammifère pour la gloire d'un tout jeune chasseur. Mais l'enfant ne veut pas le croire. Parfois, le produit de sa chasse disparaît, avalé par le ventre gourmand de sa maman. Bien cuit, bien rôti l'agouti. Mais l'enfant ne veut pas le croire. Parfois, la maman est en peine d'avoir ôté le festin de la bouche de son petit indigène qui ne le sait pas. Mais l'enfant ne veut pas le croire. Alors la maman lui promet mots et merveilles, et comme toutes les mamans le conseillent. Elle le console en lui promettant un fruit séché. Parfois les fruits mis à sécher sont emportés par la marabunta, une légion de fourmis. Le lent cheminement n'épargne aucun survivant, mais l'enfant ne veut pas le croire. Parfois la vie est dévastée par la multitude minuscule, s'assemblant en un formidable fléau. Soudain les larmes s'écoulent sur ses joues. L'enfant veut bien le croire, simplement parce qu'il peut les boire. Ah ben, je trouve que c'est touchant, et c'est très touchant. Et alors, je ne vais pas dire superbe, ce qui est superbe, c'est l'interprétation, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre prenne tes mots et mette la voix. Alors, surtout là, tu as choisi une voix féminine, c'est génial. J'adore, ça fait plaisir. J'ai l'impression que ce n'est pas moi qui l'ai écrit.
Donc, C'est vrai. ouais, ça passe effectivement comme si j'entendais un poème récité par un poème de quelqu'un d'autre récité. Hein. J'écoute pas mal aussi de poèmes, soit classiques, soit. Et là, franchement, c'est franchement très joli. Je trouve que c'est valorisant, et puis je suis ému. Voilà, je suis très ému. C'est le moins que je puisse dire. C'est beau. À partir du moment où j'ai commencé à entendre, j'ai le temps j'allais dire, de me remettre. Parce Ouais. que j'ai été très ému. Les premiers mots, j'avais pas fait. Je dis, mais c'est moi. Et pour la petite histoire, ce texte, je l'ai repris, je le reprends pour un recueil que je viens de terminer là. Voilà. Est-ce que tu as déjà une date de sortie ou des perspectives? Alors, non, le Intercontinental, je l'avais sorti 10 livres. Euh, c'est bien, hein, il n'y a pas de problème, c'est bon. Après, pour le diffuser, il y a un petit problème, c'est quand tu te présentes dans une librairie, quand tu te présentes dans une médiathèque et tout, c'est pas un éditeur. Donc, Oui. automatiquement, tu es pas du tout vu de la même manière. Puis il y a beaucoup de gens qui écrivent. Donc, c'est une bonne chose parce que ça te permet d'avoir un objet livre et je trouve que c'est sympa. Mais j'ai plus voulu passer par Edili. Donc, je suis en recherche d'édition, d'ailleurs, pour 2 recueils. Un que j'ai terminé il y a l'été dernier, et Oui. qui est vraiment sur les Rastas, lui, qui est vraiment sur à la fois la philosophie Rasta, et puis c'est des récits, des mini-récits, c'est de la poésie. C'est vraiment une géographie intime, ça, c'est un mélange. Et là, je suis en train d'en terminer un autre. Et il se trouve que justement mon fils, dont je parlais tout à l'heure, a un collectif avec qui j'ai aussi travaillé, dont un créateur, un jeune de son âge, qui utilise pas mal d'instruments qu'il se fabrique lui-même. Alors, soit en électronique, soit carrément, il a par exemple une pelle à pizza qu'il a transformée avec des cordes pour faire un instrument de musique qui ressemblerait presque au bouzouki, quelque chose comme ça. Génial. Mais ils ont décidé, comme après il y a 2 DJ, ils ont décidé de sortir un EP, Oui. et ils m'ont demandé d'écrire un texte. Donc sur le morceau, il y a le même morceau qui est décliné en 4 propositions. Et une des propositions, c'est une proposition en dub avec un texte. Et je leur ai donné un texte qui s'appelle Sauvage, d'ailleurs. Donc il sort le 1er avril, l'EP sort le 1er avril. Et ce texte, c'est le final d'un recueil qui sera là-dessus, quoi. Il y a un peu un mélange de tout. Donc voilà, il y a ça. Après, j'ai une autre actualité. Alors je tourne, hein, les dates commencent à se dessiner. J'en profite aussi parce que non seulement je suis retraité de l'éducation nationale, mais j'aime bien continuer à tourner. Je vais aller à Nantes pour travailler avec 2 classes de CM1 et produire des écrits Oui. sur la musique, sur du dub, hein, sur la musique reggae, surtout faire parler les enfants, et puis écrire aussi en même temps, mais faire en sorte qu'ils se produisent par un petit système que j'utilise dans les ateliers que j'anime. Et donc là, il y a cette actualité-là, il y a une actualité en termes de spectacle, donc avec la dub poetry. Et normalement, au mois de septembre, mon premier roman édité, qui s'appelle toujours Vagues Alarmes, devrait ressortir chez I&I Production, où ils ont pas mal de choses en cours. Et c'est une maison d'édition c'est des Rastas aussi, hein, donc qui commence à proposer un petit échantillonnage sympa. Et ils visent tout de suite 2 choses, c'est-à-dire ils ont par exemple le chanteur Vanupier qui a écrit un livre pour enfants, illustré par Thomas Dutronc, et ils visent une combinaison book and music, quelque chose comme ça. Donc voilà, mon actualité, elle va tourner aussi autour de ça, la réédition du roman. Voilà, et puis en même temps d'une animation musicale autour de ça, plus le travail avec les jeunes du collectif là. Voilà. Parfait, c'est génial, c'est riche et surtout ça te permet
là, de pouvoir tourner aussi sur des scènes et de retrouver le public. Ouais, après il y a l'autre aspect qui est intéressant parce qu'au départ, donc ce que je t'ai raconté, je rentre dans la dub poetry. Avant, je connaissais quand même des dub poètes que je connaissais Mutabaruka et je connaissais Linton Kwesi Johnson, hein, les plus connus des dub poètes. Hein. Depuis, j'ai écouté beaucoup d'autres, enfin à peu près tout ce qui se fait en dub poetry jamaïcaine. J'essaie de rester en contact, y compris des gens qui tournent à l'heure actuelle. Mais l'idée, c'est quand même au départ de présenter les livres. Donc en dub poetry, je suis vraiment dans l'intercontinental, dans les textes intercontinentaux, dans des rencontres, dans les partages, où les gens, sur un texte, je les amène du Tibet à l'Afrique, en passant évidemment par la Jamaïque. Je suis allé le présenter à un festival en Algérie en 2019, quoi, avant le Covid. J'espère bien y retourner aussi. Et c'est derrière, les gens après s'intéressent à ce que tu écris. Donc ça, je trouve ça génial, quoi. C'est l'idée. C'est pour ça que quand on me demande maintenant, je dis oui, je suis dub poète. C'est ça, parce que ça ouvre un échantillonnage très 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 large. Après, les gens, moi j'ai des dreadlocks, hein, donc les gens pensent que t'as des dreadlocks, t'es dans la musique, je dis non, il y a la musique, mais il y a tout un message qui passe par des mots, hein, et c'est important d'avoir ces mots et de pouvoir les partager et de les affiner, surtout au fur et à mesure. Hein. C'est l'essentiel même, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, une philosophie qui est obligée de s'exprimer par des mots. Ah oui, c'est par deux choses, par la manière dont tu es toi, dont tu te comportes vis-à-vis dans ton quotidien, vis-à-vis des gens, quoi, de manière générale, évidemment. Mais à un moment, si tu as envie de le partager, et le partage, il va passer par des mots, quoi. C'est le plus simple. Il peut passer par des chants, par des choses comme ça, mais enfin, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment d'avoir des mots qui collent à cette philosophie et puis qui collent à ce que tu as envie de faire connaître. Voilà, partager, si c'est pas partager, au moins de faire connaître, quoi. Il y a des principes qui me semblent intéressants, moi, qui sont intéressants et qui me semblent importants de diffuser. Voilà. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Jean-Luc, d'avoir été... Benjamin, je te dis un grand merci parce que ce que tu fais, c'est superbe. C'est à la fois, j'allais dire, c'est riche parce que ça t'amène à te poser un tas de questions et puis tu mets en valeur les gens et ça, un coup de projecteur, c'est vraiment très très sympathique. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci à toi, Benjamin. Ce podcast est proposé en collaboration avec Captive Édition et pour la lecture, la voix de la poète Céline Ferrand.